Bonjour à tous. Je m'appelle Pascal Delaunay et je suis membre du Conseil des Mariannes de la République et d'Europe. J'ai aujourd'hui l'honneur d'ouvrir ces commémorations à la mémoire des tirailleurs africains. Elles commencent aujourd'hui avec vous à l'école militaire. Elles se poursuivront demain toute la journée à l'Assemblée nationale et dimanche avec un dépôt de gerbes à l'Arc de Triomphe. La Fédération du Conseil des Mariannes de la République et d'Europe a été créée en 2005 et est présidée par Madame Princesse Altermatt, ici présente. Elle a pour objectif de défendre le vivre ensemble, les valeurs de la citoyenneté et de la démocratie, de lutter pour le droit des femmes et des minorités, contre toute forme de discrimination, de promouvoir l'égalité des chances, la diversité, la parité dans les instances politiques, la citoyenneté européenne, la francophonie et le développement durable. Depuis 4 ans, elle organise ces journées de commémoration dont l'objectif est de revaloriser les faits d'armes de ces hommes venus de 21 pays et dont beaucoup ont sacrifié leur vie pour la liberté de la France et de l'Europe lors de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. De la bataille de Dixmude au chemin des Dames, en passant par Ypres ou Verdun, de la résistance héroïque et tragique de certains régiments lors de l'invasion allemande de 1940, des forces françaises libres de l'armée d'Afrique au débarquement de Provence, puis au Monte Cassino, en remontant jusqu'en Allemagne. Ce sont des milliers d'hommes qui sont venus se battre pour nous, avec nous, bien loin de chez eux. Oublier des hommes qui ont fait le sacrifice ultime de leur vie pour leur pays est toujours un crime. Ne pas se souvenir de ceux qui ont donné leur vie pour un pays qui n'était pas le leur serait une injure plus grande encore. Nous allons donc réparer ensemble cette erreur et leur rendre la noblesse, la dignité et la reconnaissance que réclame leur courage. Aujourd'hui, la France est peuplée de citoyens venus de partout. Oublier l'histoire commune et glorieuse de nos ancêtres, ce serait ne pas savoir à qui nous devons notre liberté. Ce serait nous priver de modèles de fierté pour construire ensemble le présent et l'avenir de ce pays. Sachons toujours à qui nous devons quoi, et nous saurons alors qui nous sommes et ce que nous avons à faire. La France est probablement le seul pays au monde qui a vu tant de combattants étrangers se battre pour elle durant des siècles. C'est une tradition française qui perdure encore aujourd'hui avec la Légion étrangère, qui est un exemple unique au monde. C'est, parmi d'autres choses, ce qui a fait et fait toujours la grandeur de la France. C'est donc au nom de cet héritage unique que nous avons le devoir sacré de rendre hommage à ces soldats. Car, comme le disait le général de Gaulle, il y a un pacte 20 fois séculaire entre la grandeur de la France et la liberté du monde. Et nous continuerons d'honorer ce pacte avec vous tous. Merci. Permettez-moi à présent de vous présenter Monsieur Pascal Bonin, commandant de réserve, coordinateur des réservistes locaux à la jeunesse et à la citoyenneté auprès du gouverneur de Paris, Monsieur Pascal Bonin. Bonjour à tous. C'est un grand moment pour nous, la réserve citoyenne. Je
Je tenais d'abord, puisque tout à l'heure il y aura un débat, je tenais à dire merci, à présenter tous nos remerciements au GMP qui nous a soutenus dans cette action. Je tenais aussi à remercier le colonel Moreillon et l'adjudant Brévaux, sans lesquels cette manifestation n'aurait pas eu lieu ce soir. Ils ont été vraiment de tous les combats. Depuis 3 mois que nous sommes battus pour obtenir cet amphi, ils ont été de tous les combats. Je tenais aussi à remercier le colonel Garot, qui est le coordinateur national des réservistes locaux à la jeunesse et à la citoyenneté, qui est aussi notre représentant auprès de la commission Armée Jeunesse. Je tenais à remercier aussi Madame Guggenheim, qui auprès de l'ECPAD nous a fourni tous les panneaux de la Force Noire que vous avez vus tout à l'heure. J'ai mon ami qui est parmi vous, Bernard Koch, qui m'a mis en contact avec la princesse, que je ne connaissais pas. Je ne vais pas être long, juste pour vous dire que nous, réservistes locaux à la jeunesse et à la citoyenneté, nous menons des actions dans l'esprit de la défense, c'est-à-dire la fraternité, l'égalité et puis la liberté. Nous organisons dans les cités sensibles des manifestations dans ce sens. Nous œuvrons aussi pour le plan égalité des chances, qui a vu aujourd'hui dans les écoles militaires, notamment à La Flèche et à Saint-Cyr, des jeunes des cités sensibles de 3e qui sont aujourd'hui à Saint-Cyr. On ne croyait pas qu'en banlieue, il y aurait eu des jeunes aussi intelligents. Et donc, si vous voulez, nous sommes là. Si vous avez des projets citoyens à présenter, nous sommes là. Nous faisons l'interface entre vous et la défense. Je remercie la princesse encore une fois et merci à vous d'être là et de partager ce moment que nous avons déjà organisé avec Éric Desroux, qui a été le réalisateur de ce film, un film que vous verrez qui est émouvant. Merci à vous d'être très attentifs et merci d'être venus. Merci de partager ce moment historique parce que l'histoire de la France est l'histoire commune. Et nous œuvrons tous pour cette histoire. Il n'y a pas de petite histoire, il n'y a pas de grande histoire. L'histoire, elle est commune, nous devons y participer tous. Je vous remercie. Permettez-moi à présent de vous présenter le parrain de l'association, donc du Conseil des Mariannes de la République et d'Europe. J'ai cité Monsieur Mathieu Toulza-Dubonnet. Bien, mesdames et messieurs, monsieur le délégué interministériel à l'égalité des chances, madame la présidente, mesdames et messieurs, je suis très honoré d'être là. Et pour cette cérémonie importante et forte, donc en symbole, et à ceux qui se posent la question de savoir pourquoi un athlète de haut niveau, chef d'entreprise, est présent aujourd'hui en qualité de parrain dans cette manifestation, laissez-moi vous dire une chose, je me pose la même question que vous. En tout cas, je me suis posé la même question que vous à un moment donné, quand donc Princesse Atermat est venue me proposer cette mission symbolique. Et puis une phrase m'a frappé. Cette phrase, c'est « En versant le même sang, vous bénéficierez des mêmes droits ». Cette phrase, donc, qui était prononcée en direction des colonisés
pour les motiver, les inciter à venir rejoindre le rang, a été la cause, a été l'élément qui a déclenché donc l'émancipation, la volonté d'émancipation et donc l'injustice. Aujourd'hui, nous avons une mission, nous avons une responsabilité, nous avons presque un sacerdoce, c'est de réparer cette injustice. Mais de le faire sans commisération excessive, sans victimisation, sans recherche de réparation économique, avec de la dignité, avec une forme d'élégance que je vous invite à avoir aujourd'hui, même si je comprends parfaitement que certains aient envie de laisser parler leur cœur, et ce cœur, il faudra qu'il s'exprime. Mon rôle à moi, c'est de modérer. On m'a donné donc un rôle de modérateur et de parrain. Je vais essayer de le faire du mieux que je peux, en qualité de citoyen, pas en historien, je ne suis pas historien. Il va y avoir des historiens dans cette salle. Il y a François Durper, il y a Fodé Silla, il y en a beaucoup d'autres que je ne connais pas et je suis navré, excusez-moi, on aura l'occasion de vous entendre. Manifestez-vous. S'il vous plaît, faites-le avec l'élégance dont je suis persuadé que vous êtes capable, parce que c'est important, parce que le fond compte et la forme compte également. Il va falloir effectivement avoir un plan, parce que sinon on va partir dans tous les sens. Ce plan que je propose, c'est d'abord quoi? Le quoi, c'est la définition des tirailleurs sénégalais. Quand on m'a donc proposé cette mission, je ne connaissais strictement rien aux tirailleurs sénégalais. Donc j'ai rencontré Princesse Atermane pour la première fois. Je me suis dit, on va faire 2-3 minutes de rendez-vous et je vais demander à ma secrétaire de l'inviter à peut-être rejoindre d'autres lieux. Mais effectivement, elle m'a touché, parce que le sujet est touchant, le sujet est important, le sujet est grave. Rappelez-vous de cette phrase, en versant le même sang, vous bénéficierez des mêmes droits. Ça tombe sous le sens. Eh bien non. Alors, il faut bien distinguer le temps et l'espace, la cause et les effets. Ce n'était pas le même temps, ce n'était pas le même espace. On était dans le temps de la colonisation, ce n'est plus la même République. Donc c'est pour ça que ce n'est pas évidemment le procès de la République d'aujourd'hui. Je vois Claudie qui sourit parce qu'on a eu l'occasion de discuter de cela. C'est peut-être du mieux que nous pourrons l'analyse d'un temps. Mais je vais céder la parole à Princesse Atermane, et non sans vous avoir invité, s'il vous plaît, à une minute de silence. Je pense qu'elle est coulée. Merci infiniment. Princesse Atermane, si tu veux bien venir. Merci. Merci beaucoup d'avoir répondu à cet appel. Avant toutefois de commencer, j'aimerais remercier l'école militaire de nous accueillir dans cet amphifoche. Le collège Paul Éluard, que je demande d'applaudir, de Montreuil. Madame Siré et les accompagnateurs. Nous sommes ici aujourd'hui pour commémorer la 4e semaine du souvenir des tirailleurs africains. 1857,
Louis Faidherbe, gouverneur général de l'Afrique occidentale française, en manque d'effectifs venus de la métropole sur les nouveaux territoires d'Afrique, pour faire face aux besoins générés par la phase de colonisation, créa le corps des tirailleurs sénégalais. Le décret fut signé le 21 juillet 1857 à Plombières-les-Bains par Napoléon III. Jusqu'en 2005, ces corps intègrent les esclaves rachetés à leurs maîtres locaux, puis des prisonniers de guerre et même des volontaires ayant une grande diversité d'origine. Première Guerre mondiale, 14-18. Plus de 70 000 morts venus d'ailleurs. D'où venaient donc ces tirailleurs qui ont donné leur vie et ont combattu pour la France et pour la liberté? Je ne vais pas être longue, je vais juste citer les noms parce que nous sommes déjà en retard. Ils venaient d'Algérie, de Dahomey, actuel Bénin, de la Haute-Volta, actuel Burkina, du Cambodge, du Cameroun, de l'Oubangui-Chari, actuel Centrafrique, du Congo, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, de la Guinée, du Ghana, du Laos, de la Libye, de Madagascar, du Soudan français, actuel Mali, du Maroc, de la Mauritanie, du Niger, du Sénégal, du Tchad, du Togo, de la Tunisie, du Vietnam et des Outre-mer. Cette année, comme chaque année, nous avons mis un soldat à l'honneur, le capitaine Charles Ntchoréré, qui fut fusillé en 1940-42 par les nazis parce qu'il défendait la ville d'Erennes, dans la Somme. Au nom de l'histoire, au nom de la mémoire, au nom des valeurs du sacrifice fait par nos parents, au nom des générations futures, au nom de nos engagements citoyens et au nom du devoir, nous n'avons pas le droit de laisser tomber. Au nom du respect que nous leur devons, donnons plus de sens à leur sacrifice en nous fondant sur les valeurs partagées de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. C'est le sens de cet hommage rendu aujourd'hui à ces tirailleurs. Ne les oublions plus. Merci. Je vais appeler à présent les panélistes à nous rejoindre. Donc François Durper, historien. Fodé Silla, historien et président de SOS Racisme International. Claudie Sillard, donc déléguée interministérielle à l'égalité des chances. Je pense que, Daniel Lefebvre. Daniel Lefebvre, est-il là? Ah, bon. Professeur d'histoire à l'Université de Paris 8 et membre du conseil d'orientation de la Cité nationale de l'histoire de l'immigration. Est-ce que Alain Skeg est là? Ah, Alain Skeg, donc, membre du Haut Conseil à l'intégration, membre du comité de rédaction de la revue Hommes et Migration. Je vais donc demander à François Durper, qui est attendu chez LCI, d'ouvrir le bal. Ce film donc, pose toutes les conditions, toutes les causes, retrace toute l'histoire des tirailleurs dits sénégalais. Et justement, puisque je souhaitais qu'on démarre par le quoi, c'est-à-dire la définition, est-ce que vous pourriez, François Durper, nous redonner une définition
de ce terme tirailleur sénégalais? Merci Mathieu, merci de votre accueil, les Mariannes de la République et puis l'école militaire. Alors, je suis très content aussi que les jeunes qui doivent partir aient pu au moins assister à ce beau film. Je pense qu'il y a plusieurs choses à dire. La première, c'est qu'il y a un enjeu déjà de connaissance autour des tirailleurs sénégalais. Cet enjeu de connaissance, on a oscillé entre d'un côté l'occultation et puis de l'autre la mythologie. L'idée par exemple que les tirailleurs étaient en première ligne, etc. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une approche beaucoup plus précise et fine des choses, avec de plus en plus de travaux qui se penchent sur ces tirailleurs et sur leur place dans les différents conflits qui ont touché notre pays au cours du XXe siècle. C'est Louis Faidherbe qui a donc été à l'origine de ce terme. Oui, c'est Louis Faidherbe qui a été à l'origine de ce terme. Ensuite, donc vous avez vu au cours de la Première Guerre mondiale, c'est Blaise Diagne qui a été chargé de lever ses troupes. Et Blaise Diagne, il avait une phrase intéressante. Il disait: quand une maison brûle, tous les habitants se doivent d'éteindre l'incendie. Et la France, c'est pas le pays des Blancs ou le pays des Noirs, c'est le pays de tous. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au moment où les tirailleurs sénégalais vont s'enrôler dans cette guerre, on trouve encore dans le dictionnaire, dans le Larousse, à la définition de noir, le fait que le noir a un cerveau plus petit que le blanc. Il y a cette idéologie raciste qui s'est forgée tout au long du 19e siècle. Donc c'est quelque chose qui va changer au cours des mois, puisque on l'a vu dans le film, après la guerre, va se créer un nouveau stéréotype qui est celui du tirailleur, qu'on voit encore sur les boîtes de chocolat, de Banania, exactement. Mais à l'origine, c'est pas Banania, c'est Poulain qui crée le noir chocolat, qui a cette idée saugrenue d'associer la couleur du chocolat et le noir, et ensuite ça devient le tirailleur. Alors, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'on a l'enjeu de connaissance. Et même si ça sera abordé plus tard par les intervenants, malheureusement, je serai obligé de partir, c'est l'enjeu de reconnaissance. Et c'est vrai que c'est très important au moment où beaucoup de débats ont lieu autour de l'école, autour de la transmission de notre passé, de rappeler l'héritage de ces tirailleurs dans notre histoire et d'expliquer que c'est une histoire française, tout simplement. Lorsque l'on se promène dans la France, on voit tous ces monuments aux morts. Moi, c'était quand j'étais professeur en lycée, une des visites que je faisais souvent, et je leur montrais que ces monuments aux morts, on en trouve jusqu'à Papeete, jusqu'à Tahiti, on en trouve à Pointe-à-Pitre, on en trouve partout en Martinique, on en trouve même à Dakar, puisque à l'endroit, sur la place de la gare, vous avez ce poilu qui tient la main de ce tirailleur africain. Et donc, dans la multiplicité de ces monuments aux morts, on a la diversité de ces sacrifices français au cours de ces guerres. Mais quand même, j'ai envie de dire, cette période coloniale, est-ce qu'on peut vraiment faire l'impasse sur cette période coloniale? Je voudrais peut-être interroger un historien qui doit brûler de répondre, là. Je pense qu'effectivement, on ne peut pas faire l'impasse sur cette période coloniale à plusieurs niveaux. D'abord, puisque les colonies ont été conquises avec l'aide, la participation de soldats recrutés sur place, à la fois pour des raisons d'économie. Les soldats coloniaux coûtaient moins cher à équiper, à nourrir, et les soldes étaient inférieurs, et d'autre part pour une meilleure résistance au climat par rapport aux soldats métropolitains. Donc l'armée coloniale a été un des acteurs principaux des conquêtes coloniales, quels que soient les territoires, et ça commence dès 1830 avec la création de soldats supplétifs algériens qu'on appelait les zouaves, avant que ce corps ne se devienne un corps de combattants métropolitains. Alors ensuite, évidemment, il y a la participation de ces soldats à l'ensemble des conflits
auxquelles la France a participé. On les retrouve en Crimée, par exemple, on les retrouve au Mexique, on les retrouve ensuite pendant la guerre de 1870 contre l'Allemagne. Mais effectivement, le grand moment où cette armée coloniale intervient pour la première fois sur les champs majeurs, c'est pendant la Première Guerre mondiale, où il y a une mobilisation à 3 niveaux, si je puis dire, de l'Afrique. Il y a la mobilisation des soldats d'abord, les tirailleurs, qu'ils soient algériens, sénégalais, mais également, il ne faut pas oublier, les Goumiers du Maroc, les Spahis, etc. Deuxièmement, il y a l'apport en travailleurs de l'Afrique, et en particulier de l'Afrique du Nord, puisque la mobilisation de tous les jeunes Français de métropole crée des besoins considérables en termes d'emploi, puisque en octobre 1914, le ministre de la Guerre dit qu'on use sur les champs de bataille plus de matériel et de munitions qu'on en produit. Et s'il y avait une offensive allemande à ce moment-là, eh bien, l'armée française ne pourrait pas y répondre, faute d'armement en nombre suffisant. Donc on va mobiliser massivement des travailleurs, ces fameux travailleurs coloniaux, qui vont, à côté des femmes, à côté des vieux, participer à l'effort de production. Et le troisième niveau, c'est la guerre en Afrique même, puisque la guerre de 1914-1918, c'est une guerre aussi interne à l'Afrique, notamment dans les combats qui opposent les troupes françaises aux troupes allemandes et pour la conquête des colonies allemandes. Sur le théâtre africain. Pardon ? Sur le théâtre africain.